Bruno, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bien, bienvenue sur le campus de Rockefeller. Mais je suis très heureux de te retrouver là, Christophe. Donc, je profite que tu viennes visiter le studio vidéo parce que ça t'intéresse aussi. Tout à fait, le studio vidéo c'est une des composantes de nos développements, c'est-à-dire comment on va à l'avenir pouvoir promouvoir nos projets et on a besoin d'un studio vidéo. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté devant la caméra, tu voulais parler de l'histoire de la pédagogie, notamment d'un triangle. Et oui, il y a un fameux triangle, alors on en parle beaucoup. Le triangle c'est d'abord une forme historiquement, je dirais, et scientifiquement extrêmement importante puisque le triangle... Il y a trois côtés. Il y a trois côtés. Et surtout c'est stable. D'accord. C'est stable, tous les architectes et tous les menuisiers savent aussi bien les uns que les autres que le triangle c'est une structure qui ne se déforme pas. Et donc c'est pour ça que l'idée de transposer l'image du triangle à la pédagogie est particulièrement intéressante. Et alors, dans l'histoire, c'est Jean Housset qui, en 1982, dans sa thèse, ce qui s'appelle le triangle pédagogique, met justement en évidence comment un triangle très très solide, très peu déformable, existe dans l'institution scolaire. Alors, c'est quoi les trois composantes de ce triangle? Alors, ce triangle, il a trois composantes et un cercle. Trois composantes, donc trois sommets. Le sommet 1, c'est évidemment les élèves. Le sommet 2, c'est évidemment les enseignants, et le sommet 3, c'est évidemment le savoir. Et ces trois sommets, reliés en triangle, sont tous les trois inclus dans un cercle qu'on appelle l'institution. Comme le rappelle Jean Housset dans son dernier ouvrage, dans un article qu'il avait déjà publié en 1993 dans la Revue française de pédagogie. D'accord. Et donc les caractéristiques des relations entre ces composantes? Et bien voilà, alors suivant que vous êtes sur un des pôles, eh bien, vous reliez deux unités. Alors vous pouvez relier le professeur et l'élève, là vous êtes plutôt sur le pôle formé. Si vous reliez le pôle élève-savoir, là vous êtes sur le pôle apprendre. Et puis si vous êtes sur le pôle enseignant-savoir, vous êtes sur le pôle enseigner, transmettre. Et donc chacun des pôles, la particularité que dénonce ou explique Jean Housset, c'est que chacun des deux pôles exclut le troisième. Le troisième point est exclu dans la relation. Et le problème, c'est comment le réinclure. Sauf que, et c'est là que beaucoup de gens réfléchissent depuis un certain temps à dire oui, mais ce triangle, il faudrait le bouger. Ce que Jean Housset dit, c'est que ce triangle, il est inscrit dans l'institution. Or, qu'est-ce qui arrive? Le numérique. Le numérique avec toutes ses possibilités d'accéder à des savoirs en dehors de ce cercle institutionnel. Car le savoir n'est plus inscrit dedans. D'ailleurs, les élèves non plus, et puis beaucoup d'enseignants non plus. Alors du coup, le cercle institutionnel, il est un petit peu restreint. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui arrive si le numérique et les pratiques qu'ont les gens vis-à-vis des connaissances et de l'information vient bousculer ce triangle. Alors qu'est-ce qu'il arrive? C'est ça, la suite de l'histoire. C'est la suite de l'histoire. Donc en gros... le savoir est aussi en train d'exploser. Ben oui. Avec le numérique, on a accès à de plus en plus d'informations. On voit aussi apparaître de nouveaux opérateurs de savoir, Voilà. donc qui s'inscrivent en dehors des institutions. Voilà. Et donc c'est justement ce problème, c'est que du côté des savoirs, il y a une sortie de l'institution. Du côté des élèves, on voit de plus en plus des connaissances propres des élèves émerger et venir de l'extérieur. Et du côté des enseignants, quand on regarde les pratiques personnelles des enseignants vis-à-vis du numérique, on s'aperçoit qu'eux aussi en profitent bien. Donc du coup, on se demande finalement, est-ce que le cercle, il a encore une raison d'être? Et oui, il a encore une raison d'être. Pourquoi? Parce que ce soit à l'université ou que ce soit dans le monde scolaire, l'institution résiste bien. Et la France a une particularité, et Marcel Lebrun le dit assez régulièrement, c'est que le modèle français qui est fondé, je dirais, sur un petit peu une image traditionnelle religieuse, dit aussi Dubé, c'est un modèle enfermé dans une logique institutionnelle. Et cette logique institutionnelle fondée au début du 19e siècle plutôt, est aujourd'hui obsolescente, ou obsolète plutôt, puisque aujourd'hui elle est, je dirais, transformée, bousculée, réinterrogée, une sorte d'aggiornamento qu'il faudrait faire de l'école aujourd'hui. Donc est-ce qu'on passe du cercle à la bulle? Alors, peut-être, mais je pense qu'on se passe plutôt du cercle au nuage. C'est-à-dire que l'image du nuage, moi je l'aime bien, sauf pour l'aspect technique, mais pour l'aspect, je dirais pour l'image, on avait les fenêtres et maintenant on a les nuages. Et ça, je trouve ça intéressant dans l'histoire de l'informatique aussi, c'est que en fait, on va plus dans les nuages et on va plus dans l'imagination, on va aussi plus dans une forme de liberté, mais une liberté qui a une contrainte aussi. C'est que tant que l'institution tenait le triangle, chacun pouvait s'inscrire dedans et obéir. L'enseignant finissait son programme, l'élève passait ses examens, les savoirs étaient découpés en disciplines. Mais dès que vous explosez ça,
il y a beaucoup plus de liberté, mais il y a en même temps une autonomie plus grande à gagner. Donc les enseignants doivent être beaucoup plus auto-apprenants. Les étudiants sont de plus en plus autonomes dans leur parcours. Quant au savoir, ils existent partout, ils se développent partout et ils posent un certain nombre de problèmes car il faut les vérifier, il faut les valider et ces validations sont de plus en plus difficiles. La vieille histoire de la validation entre pairs que l'on connaît bien dans le monde scientifique est aujourd'hui interrogée par l'apparition d'un certain nombre d'autres circuits de diffusion de l'information, de diffusion de la recherche qui évidemment bousculent les modèles traditionnels. Alors, si on passe dans le nuage, est-ce que les institutions vont partir en fumée? Nuage, fumée. Nuage, fumée, évidemment. Le risque, c'est que les institutions partent en fumée. Alors la question, c'est comment les institutions doivent-elles se redéfinir par rapport aux différents acteurs? Est-ce qu'elles doivent se définir comme un cadre de contrainte ou au contraire un cadre d'accompagnement et de stimulation? En fait, le problème, c'est que les institutions ne doivent plus se comporter comme définissant des règles a priori, mais au contraire comme accompagnant les gens dans le sens, les règles, l'éthique et, disons, le besoin d'une société qui, aujourd'hui, n'a pas seulement besoin de former des professionnels, mais aussi besoin de former des gens qui ont une forme d'intelligence qui s'adapte à cette souplesse qu'impose le numérique aujourd'hui. Bon, bah voilà, on a parlé du triangle, des nuages, on a fait le tour. Hein. Presque, on va ajouter un autre triangle. Ah, on va rajouter un autre triangle. On va rajouter un autre triangle, bon, parce qu'il faut quand même faire un petit détour dans la pédagogie, par l'histoire de la pédagogie encore plus ancienne. On va revenir à 1920-1930 et puis la suite. Les théories de l'activité, Engelström, issu des travaux de Vygotsky et autres, ont développé aussi un triangle, mais un triangle de triangles, lui. Et finalement, ça rejoint, alors je ne vais pas rentrer dans la théorie de l'activité, ce serait trop long, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Housset, et récemment encore il l'explique dans son dernier ouvrage, c'est que finalement, on retombe toujours sur une figure en triangle dans le monde de l'enseignement, dans le monde de l'apprentissage, dans le monde de l'éducation en général. D'accord. Merci Bruno. Merci Christophe.